السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, نحاولوا نناقشوا هذا l'exercice de géologie, session normale 2017 SVT. Alors, l'énoncé est la suivante. Les zones de subduction sont le siège d'une activité volcanique importante. Les éruptions, ça veut dire les volcans, les éruptions volcaniques. Les éruptions sont explosives et le refroidissement du magma est à l'origine d'andésite et d'autres roches volcaniques. Donc l'andésite, c'est une roche caractéristique des zones de subduction. Alors le magma provient des profondeurs à la verticale des volcans. Donc l'origine du magma, et donc elle est verticale, verticale par rapport au plan des volcans. Alors, les chercheurs ont proposé 3 hypothèses principales sur l'origine de ce magma. Hypothèse 1, le magma provient de la fusion partielle de la péridotite du manteau supérieur chevauchant. وشجعتنا من المنطقة supérieur ديال البيريدوتيت du manteau chevauchant. هذا هو chevauchant. ولا subduite اللي هو هذا. أو لا le magma provient de la fusion partielle de la péridotite du manteau subduite. Donc le manteau subduite اللي هو هذا. أو لا de la croûte subduite اللي هي هذه. Alors on va essayer de vérifier ces hypothèses. Donc pour tester la validité de ces hypothèses, on présente les données suivantes. Le document 1 présente la répartition des isothermes dans une zone de subduction et l'emplacement de 3 échantillons de roches, échantillons A, B et C. Alors, là, donc, le document représente une zone de subduction et la présence de 3 échantillons A, B, C. On va essayer de tester ces hypothèses pour savoir où peut naître donc, ce magma. Alors, la première question. En utilisant le document 1, déterminer la profondeur et la température dans lesquelles se trouve chacun des 3 échantillons. Donc tu as donc répondu correctement sur la question. On va uniquement projeter donc voilà le point A sur cet axe pour donc déterminer la profondeur. Et pour la température, on remarque bien que A appartient à l'isotherme 1000. Donc 1000 et donc la profondeur c'est à peu près donc 120, 125. Donc les résultats sont représentés dans le tableau suivant. Pour A, profondeur 120, température 1000. Pour B, 140 km et 400 degrés C. Et pour la roche C, correspond à la profondeur 220 et 800 degrés C. Document 2. Alors le document 2 présente les résultats d'expérience sur les conditions de fusion de la péridotite anhydre. Anhydre, ça veut dire non hydratée. Et de la péridotite hydratée d'une part, et celle de la fusion du basalte anhydre et du basalte hydraté d'autre part. Alors pourquoi ici il y a le basalte? Parce que tout simplement on doit faire attention que la roche B appartienne à la croûte océanique qui est d'origine basaltique, tandis que A et C appartiennent à la roche du péridotite. Donc à noter que A et C sont de nature péridotite, alors que B, la roche subduite, elle est basaltique. Donc on doit faire attention à ceci lors de l'exploitation de ces 2 courbes. Alors remarque, le basalte est une roche qui appartient à la croûte océanique plongeante. Donc voilà, c'est ce que nous avons de dire. Voilà, alors la question. Donc avant de voir la question,
Donc j'aurais aimé expliquer un peu ces deux figures. Donc pour la figure A, représente voilà la péridotite, voilà. Et pour la figure B, il s'agit du basalte. Bien. Donc, nous avons vu déjà ce graphe dans le cours. Nous avons mentionné qu'il y a là une zone, toute cette zone appartiennent au domaine solide. Quand notre péridotite est non hydratée. Donc, mais quand on dit le péridotite non hydraté, alors la limite entre le domaine solide et le domaine liquide y est dit. Donc, ici se trouve le domaine solide, et là, donc il y a le domaine de fusion partielle. Ok? Mais en présence de l'eau, alors cette courbe plutôt, donc se transforme et donc il devient celle-là. Ok? Donc la limite, ou l'ensemble des points de pression et de température diminue, et donc le solidus devient ici au lieu d'ici. D'accord? Alors pour le basalte, donc c'est pareil. Alors 4, c'est le solidus du basalte non hydraté. Là c'est le basalte non hydraté. Une fois hydraté, donc ça se transforme voilà, et devient numéro 3. Alors, la question, en exploitant la réponse précédente et en vous appuyant sur les figures du document 2, déterminer le domaine auquel appartient l'échantillon de la roche B et le domaine auquel appartient l'échantillon de la roche C, puis tester la validité des deux hypothèses 2 et 3. Alors, on va essayer d'abord de déterminer donc le domaine auquel appartient B et C. Donc B, nous avons vu que B se trouve dans une profondeur de 140 km et une température de 400 degrés C. Alors on va essayer de voir le type de la roche B. Donc B, il s'agit de B, c'est une roche basaltique. Donc on doit projeter donc ces valeurs ici. Alors là, il s'agit du basalte. Donc on doit donc projeter les valeurs ici. Donc pour B, je disais 140 km de profondeur. Alors 100, 150, donc là 140, il est ici. Et une température de 400 degrés C. Une température de 400 degrés. Voilà. Donc notre roche B se trouve ici, dans le domaine 4, n'est-ce pas? Et donc le domaine 4, il est situé dans la zone solide. Voilà. Alors pour C, nous avons vu que notre C est, sa nature est de péridontite. Alors on va essayer de projeter ces valeurs là dans ce graphe. Alors pour C, une température de 800 degrés C et une profondeur de 220. Alors 220, il est quelque part ici, 200, 220, voilà. Et 800 degrés C, donc on va tomber dans le domaine 1. Et donc le domaine 1, là, se situe dans la zone solide. Et donc que ce soit pour B ou pour C, donc les deux se trouvent dans le domaine solide. Et donc ces deux roches ne peuvent pas donc être à l'origine du magma. Alors les hypothèses qu'on va essayer de tester, c'est l'hypothèse 2 et 3. Alors 2, le magma provient de la fusion partielle d'une roche appartenant à la croûte océanique subduite. Donc non, l'hypothèse 2,
la roche appartenant à la croûte océanique subduite. Alors, nous avons vu que la croûte océanique subduite est de nature basaltique. Donc, le basalte, dans ce cas-là, dans ces conditions, il est donc solide. Pour l'hypothèse 3, le magma provient de la fusion partielle de la périodicité du manteau subduite. Non, le manteau qui est de nature périodique, donc lui aussi se trouve dans ce domaine qui est donc solide. Donc les deux hypothèses 2 et 3 sont invalides. Alors on va dire tout simplement, alors pour les intervalles, l'échantillon B appartient au domaine 4 et l'échantillon C appartient au domaine 1. Domaine 4, domaine 1. Alors, pour les hypothèses, les deux échantillons appartiennent à des domaines dans lesquels les roches sont à l'état solide et le magma ne peut pas donc se former. Donc les deux hypothèses 2 et 3 sont invalides. Alors la question suivante, déterminer le domaine auquel appartient l'échantillon de roche A et tester la validité de l'hypothèse, puis montrer la condition nécessaire à la fusion partielle de cette roche. Alors pour la roche A, nous avons vu qu'elle se trouve dans une profondeur de 120 km et d'une température de 1000 degrés C. Elle est d'ailleurs de nature périodite, donc on va essayer de chercher cette roche ici. Alors 1000 degrés C et 120. Alors 120, 1000, voilà, on est là, donc dans le domaine 2. Et dans le domaine 2 se trouve dans la région où la péridotite commence à fondre. Donc on est là dans la zone de la fusion partielle du péridotite. Et donc c'est la roche A qui va donner naissance donc à des magmas, des zones de subduction. Alors les conditions nécessaires à la fusion de cette roche. Donc, pour que cette roche se transforme en magma, ou là pour qu'il nous donne donc un magma, il faut que le péridotite soit hydraté. Sinon, voilà, on ne peut pas donc donner le magma, sauf que si notre péridotite soit hydraté. Alors on dit tout simplement, l'échantillon A appartient au domaine 2, voilà. Dans ce domaine, la péridotite subit une fusion partielle, ce qui confirme la validité de l'hypothèse 1. Les conditions essentielles, donc, c'est la présence de l'eau. Alors, afin de déterminer l'origine de l'eau, on va essayer maintenant de chercher d'où vient cette eau nécessaire pour la fusion partielle de la péridotite. Afin de déterminer l'origine de l'eau nécessaire à la genèse du magma, genèse ça veut dire la formation, dans la zone de subduction, on suit les transformations minéralogiques que subissent les roches de la croûte océanique plongeante, les roches R1, R2 et 3, représentées dans le document 1. La figure A du document 3 présente les domaines de stabilité de quelques assemblages minéralogiques ainsi que les conditions de la pression et de température de la formation des trois roches R1, R2 et 3. La figure B du document 3 montre quelques réactions minéralogiques accompagnant le métamorphisme de ces roches. Voilà notre roche R1, R2, R3. Donc chaque roche se trouve donc dans un intervalle de pression et de température. Voilà, la figure B représente quelques réactions minéralogiques qui donc accompagnent l'enfouissement de ces roches dans la zone de subduction. Alors, question. En exploitant les données du document 3, expliquez les changements minéralogiques en passant de la roche R1 à la roche R2 et de la roche R2 à la roche R3, puis déduisez l'origine de l'eau nécessaire à la formation du magma. Alors on va essayer d'abord d'expliquer les changements minéralogiques en passant de R1 à R2, puis de R2 à R3. Alors R1, c'est un domaine
donc de stabilité de plagioclase chlorite iacténate. Le R2, si vous voyez bien le domaine de stabilité du glucophane. Donc en passant de R1 à R2, alors on note bien la disparition de chlorite iacténate et l'apparition de glucophane. Ok? Alors passons de R2 à R3, donc vous notez bien donc l'apparition donc de nouveaux minéraux, à savoir grenat et jadéite. Alors rien le fait d'attendre grenat et jadéite, ça veut dire qu'on est là dans une zone de subduction. Alors, on peut dire tout simplement que en passant de R1 à R2, alors qu'est-ce qui se passe? Cette plaque, cette croûte plongeante, alors en passant de R1 à R2, on note bien l'augmentation de la pression et de la température. Alors là, on est dans un domaine plutôt de moyenne température, si vous voulez, et d'une pression, une basse pression. Et quand on passe de R1 à R2, là on note clairement une augmentation de la pression. Alors là, on est dans une pression plus haute que celle de R1. Alors, c'est cette transformation, en fait, c'est ce changement de pression ou de température qui va donner naissance à l'apparition de nouvelles minéraux. Okay? Alors, de R2 à R3, évidemment, il y a une augmentation de la pression et de la température, mais la température augmente légèrement. Alors, augmentation légère de la température, mais une augmentation qui est importante de pression. D'accord? Alors, cette augmentation de pression donc a engendré la transformation de la roche R2 en R3. Et donc, l'apparition de nouvelles minéraux également, grenat et jadéite, au lieu de glucophane et plagioclase. Alors, cette transformation, pour répondre à la question, la deuxième partie du question, l'origine de l'eau, donc cette transformation minéralogique est accompagnée de la libération de l'eau. Vous voyez? Alors, quand on passe de R1 à R2, R1 à R2, ça veut dire la disparition de dichloride et actinoïde et l'apparition de glucophane. Alors cette réaction numéro 1 est accompagnée de la libération de l'eau. Pareil, quand on passe de R2 à R3, la composition minéralogique aussi, donc apparition de jadéite et grenat et la libération également de l'eau. Donc les deux réactions, il y a apparition de l'eau qui est responsable à l'hydratation de la péridotite, d'où donc la présence ou la formation des magmas, car on est là dans des conditions de l'hydratation de péridotite. Alors on peut dire tout simplement que la subduction de la lithosphère océanique engendre l'augmentation de la pression et de la température qui conduit à des réactions minéralogiques et transformation de la roche R1 en R2, donc, qui correspond à la réaction numéro 1. Puis transformation de la roche R2 en R3, qui donc correspond à la réaction numéro 2. Pour l'origine de l'eau, l'eau nécessaire à la genèse des magmas, formation des magmas, provient des réactions minéralogiques 1 et 2 que subissent les minéraux des roches de la croûte océanique subduite sous l'effet de l'augmentation de la pression et de la température. Et donc voilà, donc c'est la fin donc, de cet exercice. Donc نتمنى إن شاء الله أن الشيء يكون واضح en attendant la correction de l'exercice suivante.